Bertrand et la nutritionniste Marie Marquis. Bonsoir, Mme Bertrand. Bonsoir, Mme Bonsoir, Poirier. Mme Marquis. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Écoutez, vous êtes co-auteur, évidemment, de cette étude et je vous demanderai peut-être brièvement de nous dire qui vous avez sondé, les jeunes, de quel milieu, des garçons, des filles, quel âge, etc. Alors, ce sont des écoliers. C'était des écoliers âgés de 6 à 16 ans. Nous avons interrogé 1932 enfants, Presque mais 2000. sélectionnés pour représenter l'ensemble de la population scolaire du Québec. D'accord. Alors, cet échantillon-là nous donne vraiment le portrait de l'ensemble de la population. L'échantillonnage a été fait pour ça. Et nous avons interrogé ces enfants-là sur l'alimentation. Ils ont été également suivis durant combien de temps? C'était pas un suivi, c'était une rencontre. Okay. Et les jeunes étaient rencontrés avec leurs parents. Les jeunes en bas de 11 ans étaient rencontrés avec leurs parents. Les adolescents étaient rencontrés seuls, soit à l'école, soit à la maison, à leur choix. Alors, la grande conclusion de votre étude, si on comprend bien, c'est que les jeunes mangent mal. Eh bien oui. Oui. Et c'est désolant. Oui. C'est désolant. On a surtout constaté, parce que bon, on n'est pas tout seul à le faire, il y a une panoplie de produits alimentaires qui nous arrivent presque à chaque année sur les tablettes. Et ça fait des années que ça dure. La disponibilité d'une foule de produits alimentaires est de plus en plus grande, mais elle n'est pas de mieux en mieux. Et de toute évidence, elle ne contribue pas à la qualité de l'alimentation des enfants. D'accord. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais donner quelques chiffres. Évidemment, dans votre étude, Mme Bertrand, il y avait énormément de chiffres de groupes alimentaires. On a pris ceux qui nous ont marqués. Moi, je les appelle les chiffres graisseux. C'est selon. Mais regardons, par exemple, la consommation des pommes de terre frites, hein, les patates frites. Alors, 67 des 6 à 8 ans en mangent 1 à 2 fois par semaine. Chez les 9-11 ans, ils sont 63 52 les 12-14 et 54 chez les 15-16 ans. Les hot dogs et les hamburgers, 58 des 6 à 8 ans en mangent 1 à 2 fois par semaine, 55 pour les 9 à 11 ans, 52 chez les 12-14 ans et 56 chez les 15-16 ans. Madame Marquis, je vous demanderais, ça vous dit quoi, ces chiffres-là? Moi, je trouve que c'est beaucoup. Ça me dit que c'est beaucoup et ça me dit surtout qu'ils ont de multiples occasions d'en manger. Il y a la maison, il y a l'école. Il y a la restauration rapide. Donc, l'aliment est disponible partout et ce type d'aliment, particulièrement gras, particulièrement préoccupant, il est dans l'environnement de l'enfant. Et on pourrait donner d'autres exemples de ce type de produits. Mais ce qui est frappant, par exemple, c'est que ce sont les 6 à 8 ans les plus jeunes. Et c'est tout jeune, là. Qui semblent, et donc, mais est-ce qu'ils ont tellement accès ou bien s'il n'y a pas les parents qui les aident un peu? Bon, l'accessibilité, elle est là. Hein. Le produit, il est là, il est disponible. L'enfant, même en très jeune âge, il est très sensible aux stimuli, aux médias qui lui proposent ce type de produit. Il va reconnaître les marques dans la restauration rapide. C'est un attrait pour lui. Il voit son grand frère, sa grande sœur qui peut en consommer. Il va voir ses parents consommer. Donc, il y a un environnement, même autour du tout petit, puis on descendrait plus jeune et on enverrait des plus jeunes aussi qui consomment ce type de produit. Madame Bertrand? On a eu d'autres surprises également, par exemple le yogourt. Oui. Le yogourt m'a surprise au plus haut point. Même chez les jeunes de 6-8 ans, on sait que, il me semble que les enfants apportent ça dans leur lunch de façon tellement facile. Et le yogourt est quand même disponible aussi autant que les frites. Là, je veux dire, dans l'environnement, le yogourt est là. Et seulement 14 des enfants en avaient consommé lors de notre enquête. C'est très surprenant. Bien sûr, les plus jeunes en consommaient plus que les adolescents, bien sûr, mais quand même, le pourcentage était Et là, bien sûr, bon, on parle, mais il y a aussi les croustilles, les bonbons, les pizzas. Là, c'est vraiment, comme vous dites, assez à la portée de tous. J'aimerais qu'on parle du milieu scolaire, mais avant, j'aimerais vous montrer un extrait d'un reportage qu'on a fait ici au Point il y a quelques mois, mon collègue Michel Jean, sur ces restaurants qui poussent, comme par hasard, autour des écoles secondaires. Et voici ce que ça donne comme résultat. Un petit extrait du reportage. Dès que la cloche sonne, les étudiants deviennent des consommateurs. S'ils n'aiment pas ce qu'on leur offre, ils vont ailleurs. Et comme ici à Donnacona, ils ont souvent l'embarras du choix. La concurrence n'hésite pas à se planter directement en face de la cafétéria. En tout, 5 chaînes de restauration rapide se sont stratégiquement installées à vue de nez de la polyvalente et de sa jeune clientèle. Mardi, c'est le jour du spécial chez Valentine. 2 hot dogs pour 99 cents. Très populaire auprès des jeunes. Regardez, quelques minutes seulement après le son de la cloche, il y a déjà une file de l'autre côté de la rue. Vous venez souvent ici chez Valentine? Non, juste au mardi 99 cents. J'avais faim puis c'était pas cher. Donc c'est le spécial qui t'attire ici? Oui. Cette forte concurrence force la cafétéria à jouer le jeu. Au hot dog à rabais, elle oppose, le mardi, le burger au poulet frit à 2,25 $.
Ah oui, c'est assez intéressant parce que d'abord, ce qu'on constate, c'est que c'est pas cher. Et voilà. Hein, des 2 hot dogs, 99 cents. Là. Ouais. On nourrit une famille pour pas grand-chose C'est avec ça. Hein. Est-ce que ça a un effet sur les cafétérias aussi, dans les écoles secondaires surtout, qui veulent peut-être compétitionner avec les restos? Oui, bien sûr, l'installation de ces restaurants-là, oui. Mais le coût, écoutez, les cafétérias scolaires qui sont administrées par les commissions scolaires, il y en a qui sont subventionnés et qui réussissent à avoir des coûts très raisonnables. Il y a des concessionnaires, ben eux, justement, ils trouvent leur profit, comme ils disent, dans les aliments Camelot. Alors là, ils ne vendent pas nécessairement les autres repas chers, mais les aliments Camelot comblent, parce que ça, c'est vraiment pas cher, ils réussissent à vendre ça à un prix dérisoire. Alors, mais ce qui est étonnant aussi, c'est qu'on entend tellement parler et on est tellement sensibilisé sur la bonne alimentation. Là, on entend parler des gras trans, sinon ce sont les glucides, sinon le sucre, etc. Comment se fait-il que, et même les fabricants font de gros efforts, hein, les producteurs, les fabricants font de gros efforts pour donner de meilleurs aliments? Comment se fait-il qu'on se retrouve encore dans cette comme société, on mange de la camelote? Bien, je suis contente qu'on en parle parce que c'est le temps de s'observer et de le constater. Je pense qu'on ne l'a jamais aussi bien constaté que cette semaine. Quand on a des rapports qui nous indiquent qu'autour d'une même école, il y a 5 unités de restauration rapide d'installer et 2 dépanneurs et que c'est accessible soit rapidement à pied ou avec des circuits d'autobus privilégiés à l'heure du dîner, il faut le réaliser, il faut en parler et le dénoncer. La concurrence, elle est là, elle est installée, elle est énorme. Et l'industrie, bien, elle va s'installer où il y a des opportunités d'affaires. Et là, on parle de l'industrie alimentaire. Et on avait même l'exemple d'une église qui, le jeudi, fait un spécial de boissons gazeuses et de pizza. Alors, c'est partout autour de l'école. Mais c'est comme si ça faisait partie de nos mœurs. Ça fait partie maintenant de nos habitudes alimentaires où le système est construit de cette façon-là. Et c'est déplorable parce que ça nous fait aussi, ça nous fait constater une acculturation de l'alimentation. On n'a plus cette culture du goût de l'alimentation, le vrai aliment, le plus près possible de la nature. On est en train d'en perdre tout à fait la nature. Il y a des enfants qui n'aiment plus les jus d'orange, ils préfèrent la boisson à saveur d'orange. La saveur du jus ne leur plaît pas. C'est une perte de goût. Mais est-ce que ça se travaille, ça, Mme Marquis? Oh, ça se travaille à la petite enfance. Le plus grand héritage qu'on peut laisser à un enfant, c'est de l'exposer à une variété de saveurs. Ça, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Donc, on peut habituer nos enfants à aimer le brocoli, et il faut tout à fait... les légumes. Oui, et savoir aussi que c'est normal que l'enfant dise non quand il le voit une première fois. Ça, les parents ne savent pas. Très souvent, ils vont interpréter ceci comme étant « mon enfant est un petit peu plus difficile. Finalement, on a essayé le légume, on a essayé le poisson, puis on revient avec des aliments de base, puis on voit des jeunes adultes arriver avec une variété alimentaire extrêmement limitée. » Alors qu'on sait très bien, c'est démontré, si l'enfant est exposé à une grande variété d'aliments, si le parent est assez patient, s'il est suffisamment impliqué en matière d'alimentation, s'il se donne le temps de manger devant l'enfant et de lui exposer progressivement cette variété-là, c'est gagnant quand il va grandir. Quand on regarde la restauration rapide, il y a une uniformité dans les saveurs, dans les textures. C'est gras, c'est salé, c'est sucré et ça plaît. Et au-delà de ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain, apprivoiser ces saveurs-là. L'effet sur la santé de ces jeunes, bon, ils sont jeunes aujourd'hui, hein, de 6 à 16 ans, ils vont grandir, évidemment. On s'en va vers quoi? On s'en va vers un retour vers une hausse des maladies chroniques, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, l'obésité est déjà à la hausse. Alors là, on en est très conscient en ce moment. Si les jeunes continuent de s'alimenter aussi gras, aussi peu près de la nature, je reviens aux aliments le plus près possible de la nature, c'est un retour à ces maladies cardiovasculaires pour lesquelles on a tellement travaillé dans les années 80, 90, c'est à la baisse, mais définitivement que les jeunes vont nous ramener à ces maladies-là dans quelques années. Ouais. J'aimerais parler d'un autre aspect de votre étude, peut-être en terminant. Ce chiffre qui m'a aussi un peu frappé, 90% des jeunes disent qu'ils ne mangent pas seuls au souper le soir, donc soit en famille ou avec une gardienne, mais le tiers des 6-11 ans mangent en regardant la télévision. Oui, c'est des données qu'on avait déjà obtenues dans d'autres études également. Donc, des familles vont s'installer devant le téléviseur et ils vont faire un échange finalement avec le téléviseur. Il y a absence de dialogue, on mange assis devant le téléviseur, tout simplement, sans
profiter de l'occasion du repas pour échanger, pour discuter, pour parler de la journée, hein, pas nécessairement parler du repas, se parler tout simplement. Oui, ça aussi, effectivement, Parce que, autour du repas familial, il y a plein d'études qui ont identifié des liens avec la prévention dans le décrochage scolaire, dans les toxicomanies, dans les troubles sociaux chez l'enfant, si on utilise vraiment le repas familial comme une occasion de rencontre. C'est très désolant, ça, comme statistique. Et l'activité physique? Ben, l'activité physique aussi. Écoutez, parce qu'on dit qu'il n'y a quel- pas que l'activité physique. On peut faire de l'activité physique, mais si on mange mal... Mais si on ça change mange mal, rien. voilà. Ouais. Et c'est pour ça, aujourd'hui, moi, j'ai trouvé quelque chose quand même d'encourageant. Là. Aux Journées annuelles de santé publique, il y a un projet gouvernemental et un projet qui est bien pris en main par les intervenants. Ça s'appelle l'École en santé. Et on ne parlera plus que faut faire de l'activité physique, ou faut mieux manger, ou faut pas fumer. Les aspects combiner d'un tout mode ça. de Voilà. vie, enfin, Voilà. sont abordés. L'individu est un et non pas séparé en plusieurs. Et voilà, ça, c'est très encourageant. Là, Et ça montre aussi que c'est à l'activité l'école que ça se passe, C'est à finalement. l'école Et que voilà. ça se passe et les parents devraient en être informés. On nous a annoncé pour janvier 2005, donc c'est le cadeau de Noël. de l'année 2005, qui sera l'année de l'éducation physique, d'ailleurs, de l'activité Oui, physique voilà, 2005. ouais, ouais. Et je vous remercie beaucoup, mesdames, d'être C'est un venues nous plaisir. parler. Merci beaucoup. Les chercheurs. On a parlé aujourd'hui